Parentalité éco-consciente, prendre soin de la planète en ayant une famille, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce qu'on peut le faire à notre façon? Ce sont des questions que j'ai abordées aujourd'hui avec Maude Carmel dans ce nouvel épisode de La nature de l'enfance. Allô Maude! Bonjour Anne-Marie! C'est le fun de t'avoir avec moi pour placoter aujourd'hui. Oui, ça fait longtemps qu'on s'en parle, mais je suis contente d'être là en vrai, enfin là. Oui, vraiment. Ça va être une belle discussion, j'en suis certaine. Mm-hmm. Alors, je te présente, je prends quelques minutes au cas où il y a des gens qui ne te connaissent pas. Alors, Maude Carmel, tu es comédienne, animatrice, chroniqueuse, maman, future maman de deuxième. Mm-hmm. Et maintenant, autrice. Uh-huh. Et c'est justement ce superbe livre qui va nous inspirer, qui nous inspire la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, Journal d'une écolo en banlieue. Mm-hmm. Et puis, aussi, tu es créatrice de contenu. On peut te suivre sur Instagram. Mm-hmm. Parce que justement, c'est un endroit où tu nous inspires quotidiennement à faire toutes sortes de gestes. C'est le but, j'espère. Ben oui, vraiment, à faire toutes sortes de gestes pour prendre soin de notre planète au quotidien, dans toutes sortes de petites choses, parce que c'est possible. Et c'est une des choses que j'ai beaucoup aimées dans le livre aussi, c'est que c'est une approche très réaliste, très accessible aussi. J'ai quasiment le goût. Je pense que je vais y aller avec une situation que j'ai trouvée rigolote en partant. Ah ouais? Puis je pense que Gabrielle est en lien avec tout ça en plus. Ah oui, hein? Tout a commencé quand on a voulu être super écolo et fabriquer notre propre composteur avec un objet déjà existant pour éviter d'en acheter un neuf. C'était malheureusement une idée de marde et ça finit par se retourner contre nous. Eh oui. C'est loin. On dirait dans mon esprit, cette fois-là, on a voulu faire finalement, on a acheté des composteurs neufs parce que c'était la seule solution finalement. Là, pour nous. Mais oui, c'est ça, c'est les essais, les erreurs. T'sais, un mode de vie écolo, c'est pas toujours simple. T'sais, ça peut être simple quand t'habites à côté d'un métro, quand t'as pas d'enfants, mais quand tu changes un peu quelques éléments de ton mode de vie, un petit geste qui était si simple quand t'étais célibataire dans un studio derrière un métro, ben là devient comme une série d'obstacles pour arriver au même résultat quand t'es en banlieue avec 2 enfants. Donc c'est de rire un peu de ça parce que la société est pas toujours adaptée pour qu'on soit écolo, mais c'est aussi de rendre ça réaliste puis que le monde se dise ok, ben c'est pas si grave si je suis pas parfait, mais en même temps on peut utiliser notre espace autrement. Ouais, exactement. Puis c'est le ton que j'aime beaucoup justement dans tout ce que tu nous partages, c'est que c'est pas culpabilisant, puis ça rend les choses accessibles. Fait qu'au lieu de se fermer puis de se dire oh mon Dieu, mais non, mais c'est inatteignable, ben on a le sentiment qu'on a tous un peu le pouvoir. Oui, à notre manière, à notre échelle, exactement. Puis là, aujourd'hui, on va essayer de prendre justement un angle un peu plus par rapport aux familles, par rapport à la parentalité, ce que tu appelles la parentalité éco-consciente. Ouais. Tu l'as nommé comme ça dans le livre. C'est une belle façon de le présenter aussi. Puis, justement, on le nommait tout à l'heure ensemble, mais je vais y aller vraiment avec les chiffres, je ne veux pas me mélanger, mais il y avait une recherche qui avait interrogé 10 000 jeunes dans 10 pays différents. Fait que c'est quand même large, là. Puis 39% d'entre eux hésitaient à avoir des enfants à cause de leurs préoccupations environnementales. C'est pas une statistique qu'on aurait eue il y a 50 ans, ça c'est sûr et certain. Comme quoi, l'éco-anxiété vient vraiment prendre d'assaut les rêves, le futur de la jeune génération. Puis je le comprends là, vraiment, là, à quel point ça peut être vertigineux quand, depuis que t'es né, tu sais que la planète s'en va vers des gros changements négatifs pour l'être humain, de vouloir perpétuer ta génération. Donc, je pense que si j'étais née 20 ans plus tard, peut-être que j'aurais fait partie de ce 39%-là. Oui, parce que là, actuellement, toi, est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Est-ce que tu as hésité? Non, j'ai jamais hésité. J'ai jamais hésité, c'est certain. Il y a des gens, je pense que
tu sais, toi, Anne-Marie, tu fais partie de ces gens-là que ça a toujours été comme intrinsèque, très fort, très comme... Il y a pas de questions à se poser, tu sais. Moi aussi, je fais partie de ces gens-là, là, depuis... en fait, quand j'étais jeune, moi, je rêvais que ma mère ait un enfant pour que je puisse m'en occuper. Puis quand j'ai eu ma puberté, je rêvais toutes les semaines que j'accouchais parce que j'avais donc hâte d'avoir un enfant, tu sais. Donc, c'est quelque chose, tu sais, de hormonalement comme très présent pour moi. Donc non, je me suis jamais posé la question, mais peut-être que ça aurait pas été aussi présent si j'étais née peut-être en 2012, tu sais, puis que j'avais eu un téléphone intelligent dans les mains, tu sais, à l'âge de 7 ans, puis que j'avais pu avoir accès à toutes ces informations-là, tu sais. C'est juste que je me suis construit cette idée-là depuis que j'ai une conscience, tu sais. Donc, non, mais c'est sûr que... t'sais, on se dit, est-ce qu'on en a 3? Puis, tu sais, une des raisons pour qu'on en aurait peut-être pas 3, c'est peut-être pour la planète, c'est de diminuer aussi le nombre d'enfants. Mais pour moi, c'est aussi un geste de résilience climatique, c'est un geste d'optimisme à 100%. Parce que, bon, premièrement, si c'est juste des climato-sceptiques qui ont des enfants, on est vraiment dans la merde. On est vraiment dans la merde. Mais c'est aussi parce que, tu sais, veux pas, il y a quelque chose de tellement intrinsèque, tu sais, chez un animal, un être humain, tu sais, de vouloir se reproduire, de vouloir perpétuer une espèce, donc l'être humain. Donc, je me dis, tu sais, si on... C'est comme un peu abandonner... abandonner la lutte au changement climatique que de dire on arrête tout, puis on est la dernière génération, tu sais. Donc, pour moi, c'est de dire, OK, on continue, il va y avoir, tu sais, oui, des solutions. C'est sûr, on va pas renverser le changement climatique, mais il va y avoir quand même une adaptation. L'humanité va s'adapter d'une certaine façon. Ce sera pas facile. Puis les générations qui sont en train de naître, sans vouloir mettre toute la pression sur leurs épaules, parce que c'est vraiment beaucoup de pression pour un enfant de dire tu vas sauver la planète, mais c'est juste qu'eux, ils sont nés avec des connaissances que nous, on n'avait pas, donc leurs réflexes, quand ils vont être des leaders, seront pas les mêmes que les leaders qui sont nés en 1957. T'sais. Absolument. Donc, je pense, pour moi, il y a comme un espoir vraiment... En tout cas, derrière ça, j'essaie d'être quotidiennement, que ces jeunes-là m'insufflent l'espoir vraiment quotidiennement de par leur activisme, de par leur connaissance, puis leur vision du monde qui est réaliste, tu sais, de ce qui s'en vient. Là. On peut le voir comme un moteur, au final, de créer justement une famille qui va grandir avec conscience. Exactement, tu sais, puis la gestion des ressources... En fait, tu sais, oui, les ressources sont limitées, mais on les gère vraiment mal, là, je veux dire, en Amérique du Nord. Donc, c'est sûr qu'une famille de 7 enfants au Gabon va vraiment moins émettre de gaz à effet de serre qu'une famille de 2 enfants à Terrebonne, tu sais. C'est hallucinant. C'est ça. On sait, à chaque fois que je parle des banlieues de façon négative, je mets tout le temps ça rive nord, tu sais, de Montréal, puis c'est comme... Je suis team Rive-Sud, exactement. Mais c'est la façon qu'on utilise les ressources, puis comment, surtout en banlieue ou en région, comment on élève les enfants. Pour eux, la norme... c'est d'avoir, tu sais, 2 garages. Pour eux, la norme, c'est d'avoir un nombre illimité de jouets, d'avoir plein de possessions, alors que dans des pays plus en voie de développement, malheureusement, ben c'est pas une réalité qu'ils connaissent, là, tu sais, d'avoir une chambre avec juste des jouets, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis on est comme venu créer ces besoins-là, en fait, parce qu'ils sont pas nécessaires pour répondre aux besoins de nos enfants. Non, c'est ça. Puis c'est ça que j'aime de ton contenu, tu sais, même si tu le nommes pas comme ça, il y a une dimension très minimaliste, tu sais, dans la manière d'élever ton fils, tu sais. C'est vraiment d'utiliser des roches, mais... à tellement d'escients, tu sais, c'est fou tout ce que tu fais avec des roches colorées, là. Les jeux ouverts sont écolos parce que ils ont plus d'une fonction. Exact. Donc, t'es pas obligé d'amputer un jouet pour faire un casse-tête, un jouet pour faire des tours, un jouet pour... Tu sais, toi, tes jouets, ils ont 1001 fonctions, puis au niveau de la consommation d'une famille, je trouve ça super écolo. Puis, absolument. Ouais. C'est vrai. Puis dans le fond, c'est tellement un bon exemple justement d'un choix familial qu'on peut faire avec conscience pour le sain développement de notre enfant et pour notre planète. Fait qu'on vient comme répondre positivement aux besoins de tout le monde au final. Oui. Ben, c'est exactement ça. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Mais tu sais, je suis sûre qu'il y a plein de parents qui nous écoutent qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. C'est difficile, tu sais,
de ne rester que dans ce carcan-là de jouets ouverts à plein d'essais, parce que tu te fais aussi donner beaucoup de choses. Absolument. Les cadeaux, l'entourage. Je veux dire, notre enfant a beaucoup trop de jouets. Mais j'ai peut-être acheté 3 jeux sur ma marketplace depuis le début de sa vie, des jeux ouverts, mais c'est parce qu'il s'en fait donner. Puis au final, ben, je dis oui parce que on a la place pour l'entreposer. Ben oui, puis on a de la misère à dire non. Mais c'est non, difficile. puis c'est vrai qu'il aime ça, les tracteurs. Fait qu'il va être content, tu sais. Mais c'est sûr que j'aimerais ça qu'il ne joue qu'avec des jeux ouverts puis des bâtons qu'il trouve dans la cour puis qu'avec des roches. Mais on est tellement entouré de surconsommation, mais si on peut l'éduquer, justement, d'une façon à ce que pour lui, la surconsommation, ce soit pas la norme, mais au moins, on va avoir fait un job correct. Puis, tu sais, plus ils grandissent aussi, plus on arrive à avoir une discussion, à expliquer les choses aussi. Tu sais, au début, c'est comme plus nous qui est responsable d'offrir. Puis encore là, tu viens de le nommer, c'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas les seuls à avoir un impact. Et après ça, on peut avoir, tu sais, certaines discussions. Puis, tu sais, quand on se jasait avant aussi, on veut les impliquer, mais on veut pas leur mettre la charge sur les épaules. Mais juste dans notre façon d'être au quotidien avec eux, ils finissent par voir c'est quoi nos réflexes puis nos façons de faire, tu sais. J'emmène le mien toujours au Renault Jouets, qui est un magasin de jouets usagés. Puis il sait qu'il y a plus de chances que je dise oui. Si c'est au Renault Jouets, il a compris ça. Tellement. Fait que quand on est dans une grande surface ou ailleurs, ben il est rendu qu'il a le réflexe à me dire ça, maman, on va aller voir s'il l'a au Renault Jouets. Mais c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Parce que, tu sais, pour lui, la notion, tu sais, éco-responsable, il y a 4 ans, je pense. Il y a 5 ans, ouais. T'sais, donc, il commence à comprendre un peu, mais lui, les liens qu'il fait en ce moment, tu sais, c'est évidemment lié à ses besoins de jeu, de jouer. Mais tu sais, si ça l'amène à avoir des réflexions qui, au final, sont écolos, c'est génial, là, tu sais, je me dis. Il n'y a pas le sentiment de se priver ou de ne pas avoir accès à, mais tu sais, éventuellement, au moins la discussion ou la réflexion va être ouverte, tu sais, dans ce sens-là. T'sais. Exact, non, c'est ça, tu sais, pour l'instant, mon fils, il a 21 mois, donc c'est sûr que, tu sais, je suis limitée au niveau des discussions avec lui. Même, tu sais, écoute, on est dans une explosion de langage en ce moment, mais, tu sais, là, je suis inscrite à la Joujoutech, tu sais, de ma région, donc, tu sais, je l'ai pas encore amené, parce que ça, ils sont ouverts 2 jours semaine, là, donc c'est vraiment difficile. C'est plus difficile. Mais non, mais c'est une bonne chose qu'on peut nommer. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais il y en a aussi à Québec. Il y en a un peu partout. Des Joujoutech, c'est généralement lié à la bibliothèque, mais c'est un endroit où on peut aller louer des jouets. Donc, c'est le même principe que la bibliothèque avec les livres. On les prend puis on les ramène. Mais c'est une façon très minimaliste de voir les jouets. Tu sais, moi, je l'ai découvert parce que j'ai fait comme un mini-reportage avec la plateforme Urbania Molo, puis ils m'ont suggéré ça. Fait que j'ai fait, je vais y aller en ligne, je vais m'inscrire, puis je vais vivre l'expérience Joujoutech au complet. Je pense pas que j'en aurais eu besoin parce que, de par le fait que mon fils a 2 cousins plus vieux. On a une Joujoutech à la maison, là, au final. Là, donc, dans le sous-sol, là, j'entrepose les jouets, puis j'y en donne comme 10 par semaine. Puis la rotation fait en sorte qu'il sait pas que les autres existent. Là. Mais c'est vraiment intéressant. Tu paies un montant par année. Ça dépend des régions, entre 10 et 40 $ par année. Puis t'empruntes, mettons, 6 jouets par mois. Mais si t'habites à côté d'une Joujoutech, là, tu peux tous les jours aller remplacer. Puis quand t'as pas beaucoup d'espace, quand t'es quelqu'un qui vit dans un petit condo, ben tu sais, les gros jouets, les gros camions là, sur lesquels l'enfant se promène, ben c'est sûr que t'as pas envie d'avoir ça, ben là tu peux l'avoir pour 3 jours. Puis ben ça fait en sorte que t'es pas encombré. L'enfant comprend aussi l'éphémérité des choses, le partage, le fait que c'est pas à lui, tu sais. Donc un moment donné, le jouet va disparaître, tu sais. Donc moi je trouve que c'est vraiment une belle leçon d'anti-surconsommation, une leçon de partage pour un enfant, tu sais. Là, Tristan, il comprend pas trop, là, tu sais, il comprend que le jouet, il a disparu, là. Des fois, il me demande où était le jouet, tu sais, qu'on a pu. Mais à un moment donné, je vais pouvoir vraiment y expliquer que, ben, il est avec un autre ami en ce moment, le jouet, quelqu'un en profite. Puis pour un mode de vie éco-responsable, puis pour que l'enfant
comprennent même l'économie circulaire. Oui. Je trouve ça vraiment bénéfique, la Joujou-Tech, ou même des jouets usagés, ou juste, tu peux faire une rotation avec tes amis, tu sais. Oui, c'est vrai. Des jouets, tu sais, t'as un réseau de 4-5 mamans d'enfants qui ont des enfants de ton âge, mais vous faites une rotation, puis oui, en sorte, je pense qu'il y a plein de bénéfices. On a comme le réflexe de dire, il a aimé ça, tu sais, il a Je aimé vais ça, je vais y en acheter un, mais tu sais, on peut, au contraire, favoriser ces échanges-là. Toi, quel jouet tu aimes chez telle personne? Offre-lui de lui en prêter un, puis on va faire l'échange. Tu sais, il y a tellement de beaux bénéfices aussi dans le développement. L'humanité a toujours été élevée en communauté, les enfants étaient en communauté, il y avait pas... Tu sais, c'est vraiment nouveau là, que comme chaque enfant ait comme ses jouets à lui. Tu sais, avant, c'était comme, mettons, des jouets en bois fabriqués par la communauté. Ça appartenait à tout le monde, là, tu sais. Donc, je pense vraiment qu'il y a un gros bénéfice là, à y aller dans cette optique-là. Puis en tout cas, je vois vraiment pas à quel moment je vais avoir besoin d'acheter un jouet neuf pour mon enfant. Je veux dire, ça déborde sur Marketplace. Il y en a tellement. Puis, tellement déjà accessible. Oui, c'est ça, exactement. Puis... Quand vous êtes rentrés dans le monde de la parentalité, tu avais justement ce mode de vie-là, tu sais, à deux ou seul avant, puis tu pouvais faire puis complètement tes choix facilement, tu sais, parce que quand t'es seule à l'appliquer, c'est plus facile. Quand t'es rentrée dans la parentalité, dans la famille, sur quoi t'as eu envie d'agir en premier? Ou qu'est-ce qui a été comme le plus difficile? Ou que, tu sais, sur quoi t'as eu... mon premier réflexe, on dirait, c'était comme le lien avec la nature, tu sais, c'est de l'amener dans le parc, de le faire jouer autour d'un arbre, tu sais, qui observe les détails d'une écorce d'arbre puis qui trouve ça plus stimulant que le jeu en plastique, tu sais, on dirait que c'est ça ma priorité, parce que c'est ça qui était comme accessible au niveau de l'apprentissage à l'âge de 3 mois, mettons. Mais les défis, je pense, c'est vraiment au niveau du transport. C'est bon, là, on a déménagé en banlieue juste avant d'avoir des enfants. Puis je prenais beaucoup plus le vélo, beaucoup plus de transport en commun avant d'avoir des enfants, bien sûr. Parce que tu réalises pas que quand t'as un bébé naissant, tu peux pas faire de vélo. C'est moins optimal. En vélo, c'est juste comme interdit par la loi. Là, tu sais, comme, tu peux une loi, mais je veux dire, tu peux pas mettre un enfant avant 1 an, pas de un casque, en tout cas. Donc, il y a ça un peu que j'ai fait comme, hey, c'est vrai, tu sais, mon enfant, il prend pas de biberon, fait que je suis comme scotchée à lui tout le temps, fait que prochaine fois, je vais pouvoir... Tu sais, ça m'a pris comme 6 mois quasiment prendre les transports en commun après avoir accouché, parce que c'était quand même impossible. Parce que, le bus, à partir de Chambly, ma grosse poussette, la seule dans laquelle il rentrait avant qu'il puisse s'asseoir un peu plus droit physiologiquement parlant, donc, en fait, c'est qu'avant 7 mois, il pouvait pas s'asseoir dans sa poussette voyage parce que c'était comme... Il y avait pas le tonus pour. Fait que la grosse poussette, mais elle rentrait pas dans le bus. Puis là, comment tu veux que je plie la grosse poussette de 57 livres puis que je transporte mon bébé? Non. Puis tu sais, puis le gros trajet, je peux pas être juste en portage pendant une journée complète, tu sais. Pour mon dos, c'est impossible, tu sais, Donc, c'est tous ces obstacles-là que j'ai fait comme « Ah, merde, j'ai la volonté, c'est de me déplacer en transport actif et collectif, puis d'utiliser l'espace de ma banlieue autrement, mais tout autour de moi m'empêche de le faire un peu, tu sais. Si j'étais à Montréal, j'habitais à côté d'un métro, puis que je me rendais à un autre métro, oui, mais pour... la longue distance que je fais à partir de la banlieue, j'ai mis un obstacle, puis ça, j'ai trouvé ça comme... J'ai un peu frappé un mur, là, de me dire tu sais, la société est pas tant faite pour que tu sais, les parents soient écolos en banlieue, mais en même temps, je veux dire, ça a été notre choix d'être en banlieue. On aurait pu rester dans un 4,5 à Montréal, mais on avait envie de jardiner, on avait envie d'avoir respiré un petit peu plus, tu sais. Donc, t'as pas comme de solution parfaite. Puis c'est sûr que quand t'as des enfants, il y a le temps aussi qui est moins... qui est une denrée plus rare. Donc, tu sais, de marcher jusqu'à l'épicerie, je le faisais, tu sais, de prendre le vélo, le marcher jusqu'à l'épicerie parce que j'avais peut-être un 40 minutes de plus que là, j'ai pas dans ma journée. Mais là, d'amener mon enfant de 21 mois qui veut pas vraiment être en poussette, mais qui marche pas vraiment droit, tu sais, comme il va pas dans la direction que je veux, mais c'est une aventure d'1 heure. Ah oui, juste l'amener à la poste, c'est difficile des fois. C'est ça, à 5 ans, fait que, imagine à 21 mois, quand il n'y a pas vraiment de trottoir, en tout cas. C'est parce que tout est intéressant aussi sur le trottoir. Oui, c'est parfait. Mais si tu as 2 heures, OK, dans ta journée, il faut que tu fasses à manger, puis promener le chien, mais je peux pas promener le chien avec un enfant qui marche à côté de moi parce que c'est sûr, à un moment donné, je vais perdre le contrôle sur un des deux. Fait que c'est tout ça que je me dis, tu sais, j'ai vraiment la volonté, j'ai l'énergie pour avoir un mode de vie écolo puis faire les efforts pour, mais il y a des fois, c'est juste pas réaliste, parce que c'est ça, le temps.
Fait que t'as été confrontée à beaucoup de défis. Fait que tu sais ce que c'est. Ouais. Tu sais que ça peut être difficile. Ouais. Alors, sur quoi t'as envie qu'on puisse agir, puis comme quoi tu peux nous montrer qu'on est capable aussi d'avoir un impact? Tu sais, je vois vraiment aussi, tu sais, quand on te lit, on te suit, comment vous avez aménagé aussi l'utilisation de votre espace, là, tu sais, clairement, il y a un impact là. Mais... Oui, ben ça dépend de chaque personne, tu sais, c'est sûr, si pour toi, les transports en commun, le vélo, c'est vraiment pas une possibilité parce que où t'habites, c'est juste, il y en a pas. Ben, tu sais, mais si ça veut dire que t'habites en campagne, donc que t'as un grand terrain, ben, d'agir sur ce que t'as autour de toi, donc ton terrain, donc, au lieu de rien faire avec ton lot avant où il y a juste du gazon, ben, juste commencer par une petite parcelle avec des petites fines herbes ou de planter des fleurs mellifères, de planter des fleurs indigènes, tu sais, pour que les pollinisateurs puissent venir se ressourcer. Tu sais, il y a tellement d'alternatives au gazon. au gazon ou juste à l'aménagement paysager pour favoriser la biodiversité. Pour vrai, c'est vraiment fascinant. Tu commences à faire quelques recherches là-dessus. Puis ben, pour les enfants, c'est tellement un bel apprentissage que de voir la biodiversité tu sais, fleurir dans le jardin, de voir les animaux, les abeilles, des grenouilles qui vont venir peut-être s'installer sur ton terrain. Ben, ça leur montre c'est quoi la vraie vie de reproduire un écosystème que tu peux retrouver dans la nature, mais sur ton terrain à toi. T'es pas obligé d'avoir 30 000 pieds carrés. Ça peut vraiment être ton petit balcon aussi en avant. Ça peut être le stationnement de ton immeuble aussi. Tu peux demander au proprio, hey, est-ce que je peux utiliser cette petite bande de gazon pour faire pousser quelques herbes ombragées? Puis ben, l'apprentissage pour l'enfant tu sais, va être super riche à la suite de cette activité-là. Donc, je pense qu'on peut tout utiliser nos espaces selon notre réalité à nous, premièrement. Puis, ben, tu sais, même si les transports en commun sont pas top dans notre quartier, on peut les essayer une fois avec notre enfant, puis c'est ça l'activité, tu sais. Embarquer dans un bus pour un enfant, c'est une activité en soi, en fait. Absolument. C'est ça l'activité. Tu sais, au lieu de faire comme, hey, on va prendre le char pour aller à la bibliothèque, mais c'est de dire, écoute, toute l'après-midi, on se prend 4 heures, là, on marche jusqu'à l'arrêt, on prend le bus, puis au pire, on le manque, puis on attend, puis on joue autour. Tu sais, c'est faire l'éloge de la lenteur aussi, parce que t'as pas le contrôle, surtout quand tu prends des transports en commun non plus, mais c'est de revisiter un peu son mode de vie le temps d'un après-midi, juste pour voir si c'est réaliste. Mon chum puis mon fils, c'est un de leurs classiques. Faire un voyage en autobus, là. C'est vraiment une aventure qu'ils aiment faire ensemble, là. C'est trop cool! Vraiment. Puis tu sais, en fait, c'est si simple, tu sais. Ben oui. Puis lui, il est en émerveillement total, là, tu sais. Puis on peut aller visiter plein d'autres endroits après, là. Fait que, tu sais, l'objectif est varié, mais la façon de s'y rendre est toujours l'aventure en soi. Mais les véhicules, pour les enfants, c'est très impressionnant, là. Donc, pourquoi se prendre l'auto pour aller dans un musée de train si tu peux juste comme embarquer dans l'autobus de ta ville, puis que pour l'enfant, c'est super nouveau, tu sais, puis il voit des... Tu sais, c'est à sa hauteur, et puis dans un siège d'auto, fait que tu peux bouger. Juste pas attaché, pas coincé dans le siège, c'est déjà un gros événement. Puis ben, ça enseigne à l'enfant que le transport en commun, c'est le fun. Fait que si tu fais ça une fois de temps en temps, une fois par mois, ben peut-être que plus tard, ben pour lui, ça va faire partie de sa réalité. Il va savoir comment prendre le bus quand il va être ado. Peut-être qu'il va repousser un peu la date où il va avoir un permis de conduire et une auto, donc diminuer son empreinte carbone tout au long de sa vie. Là, Fait que j'entends beaucoup, c'est essayer d'utiliser adéquatement notre terrain, notre zone qu'on a, tu sais. Les transports en commun, si on est capable. Ralentir, puis peut-être moins consommer aussi. Nos enfants, il y a plein d'autres options que de juste acheter plein de jouets. Oui, mais tu sais, il y a tout ce qui est nourriture aussi, c'est sûr. Mais c'est un sujet touché, ça, parce que, tu sais, on a toutes nos réalités. C'est un privilège d'avoir le temps de cuisiner, c'est un privilège d'avoir le temps de faire des bar-temps de maison, tu sais. C'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça avec ses enfants. C'est drôle parce que tu utilises le mot privilège, puis j'allais même, après ça, j'avais envie de te demander ça, tu sais, il faut quand même, il y a une notion de privilège dans le fait de pouvoir être assez dégagé de d'autres soucis pour pouvoir se soucier de l'environnement. Est-ce que tu penses que ça reste accessible à tout le monde quand même? Pas vraiment, parce que si t'as le temps de te poser la question sur... Mais de te questionner sur ton empreinte carbone, ça veut dire que tes besoins de base sont répondus. Puis ben c'est pas le cas de tous. Ben en tout cas, on pourrait parler de pays du tiers-monde et tout, que ben de toute façon leur empreinte carbone n'est pas très élevée. C'est pas par choix, c'est juste parce que c'est ça leur ressource. Mais si tu prends une mère monoparentale, un parent monoparental
tu sais, au Québec, tu sais, qui est sans ressources, qui travaille 2 jobs, qui a de la misère, tu sais, à y arriver, ben c'est sûr que ça prend le bord vite, là, tu sais, de faire une activité de jardiner l'après-midi avec son enfant. Ça prend le bord vite de faire des bartends de maison, puis, tu sais, l'alimentation, tu sais, c'est sûr que la personne va aller acheter ce qui est pas cher puis rapide, c'est-à-dire produits transformés, fabriqués ailleurs, qui a eu... tu sais, qui a traversé vents et marées pour arriver à l'épicerie du coin, tu sais. Donc, c'est sûr de se dire, hey, va donc faire ton épicerie en vrac, tu sais, c'est un peu injuste. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, être écolo, quand t'es écolo de façon comme super optimale, t'économises quand même vraiment beaucoup d'argent, tu sais. C'est juste qu'il faut avoir de l'espace mental pour arriver à ces réflexions-là. Puis ben dans une société aussi capitaliste comme la nôtre, même, tu sais, 2 parents, classe moyenne, travaillent 45 heures semaine chacune parce que c'est ça leur job. Tu sais, de juste prendre, tu sais, 2 heures dans ta semaine, tu sais, pour, tu sais, faire des lunchs zéro déchet, je veux dire, c'est beaucoup trop demandé, là, tu sais. Eux sont claqués quand les enfants sont couchés, fait que fait que c'est sûr qu'ils vont y aller avec un Michelinas puis puis une barre tendre emballée, là, tu sais. Donc, tu sais, c'est pas accessible à tous de manière réelle. Mais oui, c'est accessible à tous, je veux dire, c'est pas impossible, tu sais. Mais je veux vraiment pas avoir la prétention de dire que comme tout le monde devrait essayer parce que, tu sais, maintenant que j'ai un enfant, tu sais, pour l'instant, j'en ai juste un, mais je suis quand même brûlée parce que je suis enceinte de 8 mois, donc c'est sûr que des fois, je me dis, my God, que ce serait plus simple de juste aller acheter un poulet déjà cuit, puis d'aller sortir des légumes Market Garden du congélateur, puis merci, bonsoir, tu sais. Mais vu que j'ai le privilège de travailler comme 25-30 heures semaine, ben, je me dis, OK, tu sais, je vais utiliser ce privilège-là à bon escient. En fait, tu l'apportes aussi dans le livre, c'est cette notion d'équilibre, là. C'est que si on veut, je pense, réussir à continuer à agir positivement, c'est qu'il faut pas se taper sa tête à toutes les fois qu'on fait un faux pas ou qu'on fait pas le geste optimal, qu'on choisisse les gestes qui nous conviennent puis qui conviennent à notre réalité pour pouvoir continuer de les faire sans se décourager, t'sais. Ben, on préfère que 80% de la population diminue leur GES de 20%, que 1% de la population les diminue de 80%. C'est bien mieux d'être à demi-végétarien que l'être zéro, tu sais. Si pour vous, tu sais, être végétarien, c'est tellement loin de votre réalité, c'est tellement inatteignable, mais c'est vraiment pas grave. Mais si une fois par semaine, tu remplaces... Tu décides de pas mettre de viande dans ta sauce tomate, ben c'est déjà ça de sauver, là. Puis d'y aller progressivement aussi, ça donner du temps, ça donner de la chance, tu sais. On l'a fait de ces façons-là. Nous, on était végétariens la semaine. Puis là, à un moment donné, ben c'était comme rendu super naturel. On s'en rendait même plus compte. On faisait des choix comme ça pour la fin de semaine aussi. On a essayé le véganisme. On se donne des chances, puis on essaye des affaires. Puis si ça nous convient, on continue, tu sais. On essaye au moins. C'est de juste pas trop se fermer à certaines options, tu sais. C'est pour ça que j'aime le terme, tu sais, éco-conscient, parentalité éco-consciente. C'est parce que dans le terme conscience, c'est juste qu'on prend pas pour acquis. On tient pas pour acquis nos... En fait, c'est que notre plan A... c'est toujours d'être écolo. Puis des fois, on est obligé d'aller à notre plan B rapidement parce que quand t'es parent, ben il y a plein... Les aléas de la vie font que t'es obligé de commander sur Amazon quelque chose parce que tu le trouves pas ailleurs, blablabla, tu sais. Mais ça reste que ton plan A, ben ça a été d'aller chercher un prix. Ton plan A, ça a été de pas l'acheter du tout. Donc pour moi, être éco-conscient, c'est juste que t'assumes pas que la réalité, c'est de tout acheter neuf puis de prendre l'auto pour chaque mini-déplacement, tu sais. C'est d'avoir la conscience que les alternatives écolos sont les plus logiques pour les ressources de la planète, mais d'être conscient aussi que dans notre réalité de parents, dans une société où la conciliation travail-famille est pas optimale, ben c'est possible qu'on soit pas parfait, puis c'est ça, faut vraiment pas se taper sur les doigts, puis il faut s'adapter à sa réalité, là, Puis même en faisant tous ces choix-là, en fait, on prend soin de la planète, on prend soin de nous la plupart du temps aussi à travers ça, là, de se rapprocher de la nature, d'être actif, de marcher plus, tu sais, de marcher jusqu'à l'arrêt d'autobus au lieu de prendre son auto, tu sais, c'est tellement bon pour l'esprit, pour le corps, tu sais, fait que absolument, là, tu sais, mais c'est ça. Même les produits et autres aussi, tu sais, en choisissant des produits d'ici ou en choisissant des produits
plus intelligent. Il y a plus de nutriments, c'est sûr. Ouais, mais quand tu regardes le prix de l'épicerie, je peux comprendre que le bio prend le bord rapidement, tu sais. Fait que... Mais tu y vas à ton échelle. C'est ça. Puis tu t'enseignes ce que tu peux au quotidien avec ton enfant. Puis en tout cas, j'ai hâte de voir quand je vais pouvoir discuter avec mon enfant. Oui, c'est ça. En grandissant, je pense que je pense que tout le monde connaît mon amour des livres, là. Fait que j'assume que j'en ressors un autre. Nos enfants auront le dernier mot. Wow! Guide à l'usage des parents inquiets du monde de demain. C'est un super ouvrage qui aborde toutes sortes de thèmes, vraiment. Fait qu'il est vraiment super. Puis il y en a c'est pour les parents, pour aiguiller les enfants? Ben pour les accompagner, oui. Wow. Alors, c'est une super réflexion. Puis il aborde vraiment toutes sortes de thèmes qui sont très actuels en ce moment. Je pourrais en parler ici. L'autonomie, le bien commun, la bienveillance, le capitalisme, le consentement, la crise climatique, la crise d'adolescence. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont comme des sujets toujours un peu touchés. Puis là, il y a toutes sortes de gens qui nous partagent leur façon de voir ça. Puis dans le sujet sur la crise climatique, ici, on dit « Après plusieurs années passées à se demander comment outiller ses propres enfants sans leur communiquer un sentiment d'impuissance face au climat, Noémie Larouche, qui est une journaliste et l'éditrice des magazines jeunesse de Les Débrouillards, elle dit « Je pense qu'il faut partir d'eux et d'elles, me confie-t-elle, leur demander quelles sont leurs préoccupations concrètes, comment ils et elles peuvent être le changement sans leur mettre ce poids sur les épaules non plus. » Ouais. Fait que justement, en grandissant, on va pouvoir, dans tout, on essaie de suivre les intérêts de nos enfants parce qu'on veut les accompagner à être réellement qui ils sont dans leur unicité, mais il y a moyen de le faire à travers cette implication-là pour l'environnement aussi, d'aller nourrir leurs intérêts puis de suivre leur façon d'être eux-mêmes, mais en allant agir positivement aussi, Très intéressant. Je trouvais que c'était une belle façon de se positionner aussi avec, fusionner nos valeurs, là, je veux dire, tu peux pas faire semblant que ça te dérange pas si lui, il en a pas conscience du tout. Fait que là, on trouve une espèce d'équilibre ensemble, on navigue là-dedans, C'est ça, sans leur mettre non plus trop de pression sur les épaules. C'est beaucoup ça, c'est la limite peut être mince, là, mais oui, vraiment. Ben, tu le fais super bien, en tout cas, dans ton livre aussi. Je le recommande à tout le monde qui a envie, justement, de prendre conscience qu'au quotidien, dans toutes sortes de petites choses, dans nos réflexions du quotidien, parce que toi, en plus, c'est un journal, c'est comme c'est un journal intime. Genre de journal intime. On t'accompagne vraiment dans tes réflexions, puis dans des processus, dans des essais et erreurs. Alors, comme je le disais au début, ça rend tout ça super accessible à tout le monde. Puis je voulais pas que ce soit moralisateur non plus. Donc, c'est pour ça, le journal, c'est de pas faire comme « faites ceci ». C'est... je dis pas cher journal nulle part dans le livre, mais c'est genre cher journal, j'ai essayé de faire ceci, ça n'a pas fonctionné, mais voici ce qui a fonctionné pour moi. Exact. Donc là, les gens peuvent faire comme ça a fonctionné pour elle, mais sans dire comme vous auriez dû faire ça. Donc c'est comme c'est de passer par mes propres essais-erreurs pour que les gens, ça sème une graine, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un discours moralisateur, je pense. Mais c'est ça, c'est parce que ça nous fait toutes lever nos barrières, puis on n'a pas envie. Dans ce temps-là, on se ferme quand c'est trop... Ou de rentrer trop dans le... Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont pas scientifiques ou qui travaillent pas en environnement, qui parlent d'environnement sur la place publique, parce que on rentre dans des dimensions politiques, dans des dimensions scientifiques. Donc, on dirait que les gens osent pas toujours se prononcer, ou il y a des concepts qui sont durs à comprendre. Donc, je pense que c'est important pour moi de mettre certains concepts dans mon quotidien puis de les immiscer pour que ça soit digeste puis que les gens comprennent certains concepts importants, mais de manière super ludique et accessible. Oui, absolument. Puis c'est ça. Ça nous rend ça, justement, très possible à chaque famille puis à notre façon, parce que tu nous obliges pas au résultat, tu nous amènes dans le processus. Fait qu'après ça, on peut le personnaliser puis l'adapter à notre réalité. Exact. Puis, c'est un peu comme ça, au quotidien, j'essaie de... En fait, je pense que c'est qu'on... Il y a l'expression qui dit we treasure what we measure. Là. Fait que, c'est d'avoir cette conscience-là de ce qui se passe pour pouvoir apprécier à quel point aussi on est chanceux d'avoir accès à cette nature-là, cette planète-là, puis tout ça. Oui, donc, c'est ça. De rendre ça le fun, Moi, je veux que ce soit le fun d'avoir un mode de vie éco-responsable. Il faut vraiment identifier ce qui te motive au quotidien. Si t'as cuisiné, là, je veux dire...
essaie pas... Mets pas ton énergie sur ce dossier-là. Ben non, c'est ça. Si Si tu sais pas, il est où le tofu à l'épicerie, là, mets ton énergie sur autre chose. Si tu tripes à aller dans des antiquaires et tout, ben, concentre-toi sur justement magasiner seconde main parce que c'est ça qui... mets-toi le défi de pas acheter de neuf pendant un an. Fait que c'est la même chose si t'aimes la nature et tout, ben, donne-toi le défi de marcher en nature pour te rendre du point A au point B si c'est possible pour toi. C'est de juste, presque rendre ça ludique. Rendre ça ludique, puis identifier des volets de... Tu sais, moi, j'aime ça m'imaginer quand je vais au marché, genre de Chambly, que, je veux dire, je suis Anne d'Avonlea en 1890, puis que j'ai mon petit panier, tu sais. Esthétiquement, j'essaie de rendre ça le fun, puis que ce soit pas comme une corvée d'y aller en vélo, tu sais, ça fait partie comme de mon imaginaire, tu sais. Donc, c'est de transmettre ça à nos enfants aussi, là, tu sais, que d'être minimaliste, puis dans un mode de vie décroissant, là, que c'est le fun, puis que c'est ça, on joue à quelque chose, là. Ouais. Passer par le jeu. Passer par le jeu, exactement. Et voilà, c'est ça, comme ça boucle bien la boucle de ton podcast, qui est comme... C'est pas mal ça, la phrase titre de ton podcast. Ouais. Beau message, c'est très cohérent. Le message de la nature de l'enfance, c'est tout passe par le jeu. Ouais. Absolument. Génial. Ben, merci beaucoup pour cette belle discussion, Maude. Ça fait plaisir. Puis, merci de ta générosité aussi. Tu as accepté qu'on puisse offrir un de tes livres à un auditeur. Oui, un participant. exactement. Alors, on va faire tirer ça. Puis aussi, Laurence. Oui. Je vais le montrer juste au cas où, parce que ça devient un super outil aussi pour les familles. Fait que pour ceux qui nous regardent pas, dans le fond, je tiens le calendrier perpétuel de fruits et légumes de saison par Locolo. Alors, c'est justement là, avoir quelque chose comme ça dans notre cuisine là, en tant que famille, ça peut vraiment aider à faire des choix plus facilement. Oui, c'est ça, parce que chaque mois, elle liste tous les légumes de saison. Exact. Puis il est magnifique en plus, là. Fait que c'est super à ben, tu sais, voir, ça, pour un enfant, de comprendre la chronologie de la saisonnalité des aliments, c'est comme... Je trouve tellement que c'est un apprentissage de base. C'est qu'aucun enfant... Les enfants savent pas, ils pensent que les bananes poussent à l'épicerie, tu sais. Oui, c'est ça. Et pas, tu sais, dans c'est pas surprenant quand on rentre dans nos non. épiceries, tellement tout est tout le temps là. C'est ça. C'est dur de leur faire comprendre ça. Fait que de se connecter aux saisons. Ouais. Mais ça me fait penser... Une dernière affaire à ajouter, c'est ça. Si, mettons, pour vous, l'alimentation, c'est pas quelque chose qui vous intéresse de cuisiner avec votre enfant, mais peut-être juste la base pour une parentalité éco-consciente, c'est d'apprendre à l'enfant que la nourriture pousse pas à l'épicerie. Puis leur apprendre... Tu sais, pas obligé d'acheter juste des fruits et légumes locaux, là, c'est impossible en hiver si tu veux qu'il y ait de la vitamine C, là, tu sais. On meurt pas tous du scorbut, là, mais tu veux qu'il y ait une variété, là, ton enfant, c'est sûr, mais de lui apprendre que le melon, il vient de tel pays, tu peux lui montrer sur un globe terrestre, tu sais, de lui montrer que, si toi, ça te tente pas de jardiner, mais d'aller dans un jardin communautaire, d'aller, puis de lui montrer qu'en nous, au Québec, on a des melons d'eau. Donc, tu sais, puis peut-être, si on mange de la viande, de lui montrer que la viande, c'est un animal. C'est important que l'enfant l'apprenne, tu sais, pour prendre des vraies décisions après. Donc, la nourriture pousse pas à l'épicerie, il faut que les enfants le comprennent, puis qu'ils comprennent la source. Ils comprennent, quelle est la source de nos aliments, là, parce que, c'est ça, la terre la base. nous nourrit, puis il faut pas la rejeter. Absolument. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.